Je sais pas vous, mais moi, les out of the box me manquent. Et là, parce que y a la série sur la laque japonaise et puis l'essai de fabrication d'une guitare classique, il n'y a plus de place pour les out of the box. Et je veux pas encombrer le créneau du mercredi, parce que le créneau du mercredi, c'est des toutes petites vidéos commerciales pour vous tenir au courant des nouveautés à acheter sur la boutique en termes de bois rares et précieux. Alors comment faire? Le dimanche matin, j'utilise déjà un créneau qui vous détourne régulièrement du jour du Seigneur et de l'Église catholique et romaine. Alors ce qu'on va faire, c'est de temps en temps, quand j'aurai envie d'un out of the box, il y aura une deuxième vidéo le dimanche, histoire de piquer aussi des spectateurs à présence protestante. Il n'y a pas de raison qu'il y ait juste l'Église catholique qui morfle. Donc, c'est ce qu'on va faire de temps en temps, quand j'aurai une idée ou quand je voudrais vous parler d'un sujet ou d'un autre. C'est parti, cette fois-ci, on va s'occuper d'identification des bois. À force de les collectionner pendant plus de 40 ans, j'ai dû travailler et manipuler au moins une bonne centaine de bois différents, voire plus. J'ai bien sûr, au cours de toutes ces années, aussi lu un certain nombre de livres, d'articles sur l'identification des bois, et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Il me semble que plus j'apprends et je découvre, et plus je me rends compte que j'y connais que dalle. En fait, plus j'affine les méthodes d'identification, plus je me dis que je ne peux pas m'affirmer et garantir avoir raison quand je dis ce bout de bois c'est telle espèce. Vous pensez avoir un petit peu d'expertise dans ce domaine? Je vous propose un petit test pour voir à quel point vous êtes vraiment doué. Le sujet, c'est un ami vous envoie une photo avec 5 bouts de bois et il vous demande si c'est possible que vous les identifiez. Il vous précise dans son message quand même, parce que vous lui posez la question, qu'il a récupéré ça dans l'atelier de son grand-père. Vous n'avez pas grand-chose à part ces photos sur lesquelles vous basez pour déterminer ces bois. Et ce que je vais faire, c'est je vais laisser pendant quelques instants la photo à l'écran et vous allez pouvoir comme ça essayer de vous dire tiens, c'est tel ou tel bois. Juste pour rendre les choses un petit peu plus amusantes, je vais jouer le jeu aussi. Alors, moi j'ai trouvé quoi? Premier bois, on va de gauche à droite, premier bois noyer. Ça semble être la couleur, le grain a l'air correct, c'est un bois assez commun, donc ça semble plausible. Pour le deuxième bois, même si le grain est un petit peu uni, on dirait quand même bien que c'est de l'acajou. Et donc je vais voter pour l'acajou. Le troisième bois, là c'est relativement facile. La couleur et puis les cernes d'été qui sont plus fines que les cernes de printemps, et le grain relativement grossier, c'est du frêne. Le quatrième bois, vous connaissez tous, c'est du zébrano, c'est le bois de zèbre, c'est facilement identifiable. Quant au cinquième bois, franchement, quand je vois cette couleur très chaude et ce grain qui a l'air relativement fin,
Et ça correspond aussi au fait que c'était dans l'atelier d'un grand-père, je vote Merisier. Pardon Jean-Michel, t'as plein de Merisier, j'ai pas dit, je parle pas de ton âge. Voilà, hein, noyer, acajou, frêne, zébrano, merisier. Et vous, vous avez trouvé quoi? Si vous avez trouvé certaines espèces les mêmes que celles que je propose, ou si vous êtes d'accord avec l'ensemble de mes suppositions, hein, eh ben votre score est de 0. Voici les identités réelles des bois en question. Premier bois, c'est du mesquite. Ça vient du nord de l'Argentine et c'est plus lourd que le noyer, mais là on avait qu'une photo, donc on aura eu du mal à faire la comparaison. Et il a également aussi des pores relativement diffus. Le deuxième bois, c'est de l'andiroba. L'andiroba, ça vient d'Amérique centrale. Et il est brun aussi, voilà, il est brun aussi. Et il fait partie des innombrables sosies de ce qu'on appelle les faux acajou, qui sont des bois qui ressemblent énormément à de l'acajou et qu'on essaye régulièrement de vous refiler comme étant de l'acajou. Le troisième bois, il vient des États du Sud des États-Unis et il s'appelle le sassafras. Et il est vraiment très très similaire en apparence au frêne, ce qui explique qu'on se soit trompé. Et c'est un très très beau bois. Il est relativement plus fin, il donne un meilleur poli. Le quatrième, celui qu'on pensait être le zébrano, ben non, c'est du belli. Il vient comme le zébrano d'Afrique et il fait partie des nombreux bois rayés comme le zébrano. On s'est trompé. Et le cinquième, on n'a pas raison non plus, c'est un oxydendrum des États aussi du sud des États-Unis et il porte un nom absolument poétique puisque il s'appelle Andromède en arbre. Non seulement c'est pas un merisier, mais il fait même pas partie du genre des fruitiers et des rosiers qu'on appelle les rosacées, auxquels fait partie le merisier. Donc là, c'est carrément tout faux. En fait, le grand-père de votre pote, il n'était pas seulement bricoleur, il était aussi collectionneur. Sans doute tout comme vous, mes intuitions, elles ont été biaisées. Elles ont été biaisées par mon expérience personnelle, elles ont été biaisées par ce que j'ai pensé aussi atelier de papy, donc bois relativement ordinaire. Et j'ai nommé des bois que je connaissais bien, et j'ai choisi la facilité à tort. En plus, ce qui pourrait sembler valide pour moi, vivant en France, serait tout à fait n'importe quoi pour d'autres personnes. Imaginez que les 5 photos en question soient proposées à un amateur de bois en Chine ou en Australie, il trouvera 5 autres bois, il sera absolument sûr de ces 5 bois, et il aura tout faux comme moi j'ai eu tout faux. Mais ce sera 5 autres bois. Le moyen le plus courant pour identifier le bois, qui consiste à observer et laisser une espèce d'instinct, d'intuition, simuler un nom dans votre cerveau, cette méthode qu'on pourrait qualifier de quasi magique, qui permettrait à certaines personnes d'identifier à la fois le genre et même l'espèce dans le genre, c'est non seulement absolument pas scientifique, c'est inutile, c'est impossible à enseigner, parce que à la fin, c'est un jeu de hasard. Je sais, c'est pas ce que vous vouliez entendre. Ce que vous aurez voulu, en fait, c'est que je vous donne plein de données, des photos, des faits, des techniques d'identification, et pour avoir une espèce de méthode absolument infaillible pour identifier correctement jusqu'au niveau de l'espèce et avoir raison à chaque fois. Le problème, c'est pas obligatoirement les méthodes ou les moyens d'identification, mais c'est le bois lui-même. Premièrement, en botanique,
Une espèce d'arbre n'est pas classée et décrite à cause de son bois, elle est classée et décrite à cause de ses feuilles, à cause de son écorce, à cause de ses fleurs, à cause des graines, des fruits, etc. Et souvent, il n'y a simplement pas assez de caractéristiques d'identification précises sur le bois lui-même de l'espèce pour la différencier clairement et même à la limite lorsqu'on l'observe au microscope. Mais il y a pire parce que les arbres se trouvent dans des environnements naturels, là où ils poussent, de sorte que le même bois, la même espèce, aura des variabilités absolument étonnantes. Si l'acajou a poussé tout en bas d'une combe, c'est-à-dire un milieu un peu plus humide, ou s'il a poussé sur les pentes qui sont bien drainées, ça va pas être le même bois. Pourtant, c'est la même espèce d'acajou. On va avoir ce problème avec quasiment tous les arbres, puisqu'il n'y a pas un sol uniforme, une zone uniforme, où ils pousseraient tous exactement de la même manière. Et ça rend c'est ce qui fait le plaisir du travail du bois, d'une certaine manière, c'est qu'on se retrouve avec cette variabilité, et il faut que nous, bricoleurs, menuisiers, ébénistes, luthiers, etc., on s'adapte à une matière qui est vivante, qui a des caractéristiques très très précises. Mais il est évident que ce manque de cohérence, en fait, quand on parle d'identification du bois, ça peut aussi un petit peu dérouter. En fait, le problème, il vient aussi de ce qu'on attend de l'identification, en fait. On veut savoir exactement quel bois on a. On va être très précis, on veut savoir quel bois on a. Et on attend donc aussi un moyen totalement infaillible. Bien sûr, pour identifier un échantillon d'érable, par exemple, et affirmer qu'il appartient au genre Acer, qui est le genre des érables, c'est déjà, je dirais, une identification assez sympa. Mais c'est pas suffisant, on veut aller plus loin, on veut pouvoir dire, tiens, c'est un Acer pseudoplatanus. Dans la majorité des cas, cette distinction très précise, elle est quasiment impossible. Le problème peut devenir encore plus complexe parce que certaines des informations les plus utiles se trouvent dans le bois de boue. Ils ne se trouvent pas dans le bois de fil. Et si on nous file juste une photo avec le bois de fil, ce qu'on a fait dans notre micro-expérience là, il nous manque encore plus d'informations pour pouvoir essayer d'avoir une espèce d'intuition. Une des pires des choses qui peut exister, c'est de se convaincre avec une certaine arrogance qu'on peut distinguer une espèce d'une autre juste par magie, quoi. Bien entendu, avec notre petit test, là, on a un petit peu triché, on a pris des bois rarissimes que vous avez peut-être jamais eu entre les mains. Si on s'était limité, par exemple, aux bois disponibles ou les bois courants en France, on aurait pu relativement facilement s'en sortir. Il y a, je vous rappelle, à peu près 17 espèces de bois commerciaux en France, donc ça aurait été relativement plus simple. Maintenant, c'est vrai aussi que si on était dans le monde réel, la planche, on l'aurait peut-être trouvée dans une scierie, on aurait regardé autour de nous pour voir de quel plot elle était tombée, et puis on aurait interrogé le propriétaire de la scierie, on aurait eu l'information aussi. Donc c'est une autre manière aussi assez peinard de trouver le truc. Mais si on se dit par exemple, tiens, on est dans un magasin, dans le magasin d'ameublement dans le sud-ouest. Et on sait que le bois est usiné, transformé sur place. Les choix seront nettement plus restreints, parce que dans le sud-ouest, il n'y a pas toutes les espèces qu'on trouve dans l'Europe du Nord. Et en fait, le fait de se limiter à la région nous permettra relativement facilement de descendre à quelques choix, et donc de trouver assez rapidement à quoi ça peut correspondre. Mais attention,
Je vous rappelle que cette notion d'origine, en fait, de où on est, d'où viennent les bois, ça peut être aussi un piège. On l'a vu. Moi, je suis parti de l'hypothèse que c'était un atelier d'un papy bricoleur. En fait, bah, ça m'a induit totalement en erreur, c'est-à-dire que je suis allé vers des bois, alors que, bah, en fait, le mec, il s'y connaissait vachement en bois et puis il était collectionneur, quoi. Une des difficultés que rencontrent les amateurs, les détectives du bois, en plus il n'y a pas les identifiants mais qu'il y a juste une photo, c'est si on n'a pas du tout d'informations sur l'origine du bois. Là, ça devient encore plus compliqué. Si le morceau de bois que vous essayez d'identifier, il est apparu, il a été récupéré sur une étagère dans le garage de quelqu'un, ou qu'il a été pris sur une palette ou dans une caisse, ou trouvé d'occasion dans un vide-grenier, même si certains bois sont plus courants que d'autres, le fait qu'on n'ait pas d'autres informations sur l'origine va nous compliquer énormément la tâche, parce que les arbres, il y en a une paire dans cette espèce de globe sur lequel on vit, quoi. Et si on raisonne non plus juste au niveau de l'Europe, mais au niveau de ce qu'on appelle les bois commerciaux au niveau mondial, il y a une variété absolument stupéfiante. Et là, ben, on se retrouve à nouveau devant la célèbre botte de foin. Imaginons un ouvrage imprimé qui contiendrait quelques centaines d'échantillons de bois ou un site internet de certains marchands de bois où il y a un espèce de dictionnaire avec les différents bois. Ce serait largement pas suffisant pour nous faire retrouver l'aiguille qu'on est en train de chercher. Après, il faut aussi faire preuve un petit peu d'humilité et de se dire, voilà, peut-être qu'il y a un objectif qui est atteignable, qui est le genre. Donc, vous savez qu'un nom botanique, il est double, hein. Il y a le genre en premier, si c'est du chêne, Quercus, et puis après, il y a l'espèce elle-même, qui va être Quercus robur, par exemple, ou Quercus rubra, etc., etc. Sans aller jusqu'à prélever un échantillon et arriver à trouver que c'est un Quercus laurifolia, qui est le chêne laurier, en fait. Ce serait déjà pas mal si on arrivait à simplement se dire « oui, ça c'est du chêne ». Et je crois que ça fait partie des objectifs qu'on peut se fixer quand on fait de l'identification du bois. C'est pas essayer le Saint Graal et devenir un espèce de gourou, mais en tout cas déjà être au moins en tout cas capable de distinguer le genre, même si on ne distingue pas obligatoirement les espèces, et peut-être petit à petit quelques espèces parmi les plus courantes. Bon, je me doute que cette vidéo est un petit peu frustrante, mais elle correspond aussi à une forme de réalité, hein, faut pas se le cacher. Alors ce qu'on va faire, c'est la semaine prochaine, je vais quand même en faire une autre, où là on va regarder 7 facettes, en fait, cette clé, cette méthode, pour quand même arriver à approcher une bonne identification d'un morceau de bois. Si vous voulez pas rater cet autre épisode, surtout si vous êtes protestant, faut s'abonner, hein, c'est la moindre des choses, parce que comme ça vous saurez au moins où et quand aura lieu cette vidéo. Et puis, puisqu'on parle de bois, bien entendu, n'oubliez pas que sur la boutique, je viens de rajouter des touches en noyer ondé de folie. Dépêchez-vous d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il faut aller faire un tour sur la boutique pour trouver des bois d'exception, pour embellir vos constructions de guitare, tout simplement. À la semaine prochaine.